donc là, c'est le tout dernier. Je l'ai acheté aussi. Si jamais j'ai besoin de lire un texte, de faire un Merci, merci pour le top et merci pour vous qui êtes avec nous pour assister à cette nouvelle rencontre entre deux langues. Je suis contente parce que je ne suis pas toute seule là, sur ce plateau pour la rencontre avec nos amis écrivains. Je suis contente que Sonia Fitouri m'ait rejoint. On va faire un duo pour la première fois puisqu'on ne s'est pas encore... on s'est juste un petit peu rencontrés, mais pas plus. Donc voilà, je pense qu'on va tout de suite présenter les écrivains qui sont sur le plateau. Tu veux commencer, Sonia ? Oui, je commencerai par Madame Emna Belhaj Yahia, que je connais un peu, beaucoup aussi, parce que j'ai fréquenté son œuvre et j'ai même proposé une de ses œuvres au programme donc il y a 4 ans, Jeu de ruban. Justement. Et alors, donc, il faut que je précise que Sonia est universitaire pour les gens qui nous regardent et voilà, qui ne mais vous connaissent comme j'ai pas. mes étudiantes là, donc voilà, donc j'enseigne à l'université de Tunis et je travaille sur la littérature, les littératures francophones et comparées en fait. Voilà. Et donc Madame Emna Belhaj Yahia est née à Tunis. Elle est philosophe, écrivaine, membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts de Beit el-Hekma. Elle est également, elle est membre du Parlement des écrivains francophones. Et donc vous avez écrit et publié de très nombreux textes, romans. Moi, je cite de mémoire Chroniques frontalières, Tacharège, Jeu de ruban. Et là, donc, nous allons parler un petit peu aujourd'hui du dernier né, donc En pays assoiffé. Édité chez Femmes en France. Aux éditions des Femmes. Oui. Aux éditions des Femmes et en Tunisie, donc chez Déméter. Voilà. Voilà, donc, en gros, hein, mais je vais revenir un peu sur le texte tout à l'heure. Hein. Voilà. Voilà. Et puis, eh bien, à côté de... Je suis toute perdue, là. Je ne suis pas organisée du tout cet après-midi. À côté de vous, il y a Georgia Maklouf, qui est franco-libanaise, qui a écrit, elle aussi, de nombreux ouvrages. Et alors, on était vraiment très, très triste parce qu'on a eu
on a eu un petit problème pour se procurer les livres de Georgia Maclouf. Et malheureusement, elle nous en a apporté, donc on peut vous les montrer. Le tout dernier en date, c'est celui-ci, Port-au-Prince, aller-retour, paru aux éditions La Cheminante et L'Orient des Livres. Malheureusement, je crois que les éditions de La Cheminante ont fermé leurs portes, il me semble, hein, Georgia, voilà. Et c'est... Ah, prenez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est le dernier roman publié, mais ce n'est pas le dernier ouvrage publié. Et ce n'est pas le dernier ouvrage. Les 3 autres que je vous ai apportés sont plus récents. Ils sont plus récents. Alors donc, vous êtes aussi traductrice. Les contes populaires du Liban, vous les avez traduits. C'est un livre qui est paru aux éditions Sinbad Actes Sud. Voilà. Et puis, traduit de l'arabe, donc. Pardon, traduit de l'arabe. Oui, j'aurais dû le préciser. Il y a aussi, vraiment, vous avez une actualité, paru au Mercure de France, Le goût d'Haïti. Et puis le goût du Liban. Voilà, et on dira un petit mot tout à l'heure de ce livre-là, peut-être plus spécialement, parce que, voilà, ça, c'est vraiment être entre deux mondes, de culture, etc. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, Grégoire Paulet, si j'avais mes fiches, ce serait... Je peux prendre la relève. Plus à l'aise, vas-y. Le temps que tu retrouves ta fiche, cher Gaët, Maët. Et donc, en fait, Grégoire Paulet est un écrivain belge, donc de langue française. Et on précise de langue française parce qu'il y a la langue flamande aussi parlée et écrite en Belgique. Vous êtes également traducteur, scénariste et réalisateur de documentaires pour la télévision. Alors, vous êtes docteur en lettres de l'Université catholique de Louvain, spécialisé en littérature espagnole. Et j'ai cru avoir lu aussi que vous avez une formation de sociologue, c'est bien cela ? Ou alors c'est... C'est ce qu'on lit dans la bio, en tout cas. C'est ça, mais bon... J'ai passé effectivement 2 ans de ma vie à la faculté de sociologie voilà. À Bruxelles, mais je n'ai pas une véritable formation. D'accord. J'étais mais un parasite de la sociologie. 2 ans, c'est quand même... on finit par avoir des connaissances en sociologie. Alors, j'ai appris aussi que vous êtes un grand voyageur. Et donc, vous avez écrit sur les villes que vous avez visitées et découvertes, notamment Bruxelles, forcément où vous vivez. Alors Paris, avec leur vie éclatante. Madrid, forcément, avec Madrid ne dort pas. Et c'est vrai, je confirme. Hein. Donc à Madrid, la vie commence vers minuit, hein, pour ceux qui connaissent la ville. Et surtout Barcelone, que nous adorons tous les deux, donc Chucho et Barcelona, donc voilà. Ce sont véritablement les villes où j'ai vécu pendant plusieurs années à chaque fois. Ah, quand même, fait, donc ce ne sont pas juste des villes... ce sont vraiment des villes vécues où j'ai eu des enfants, des etc. Enfin, voilà, donc vraiment vous faites des livres sur les villes où vous avez vécu et des enfants dans chaque ville ? Alors oui, mais toujours, c'est toujours... Attends, le préciser. C'est toujours la même famille. Ça va ensemble. Hein. Mais je le dis parce que c'est une expérience extraordinaire d'avoir un enfant dans une ville parce qu'on est... dans le système hospitalier de cette ville. Et donc, on est dans cette relation de confiance complète avec, par exemple, pour ma femme, la première fois, un gynécologue qui ne parlait pas, enfin, elle ne parlait pas l'espagnol, et donc il ne pouvait pas s'entendre, et donc je faisais l'interlocuteur. Et puis, à l'accouchement, chose extraordinaire, le gynécologue étant absent, il était remplacé par une autre qui était une Algérienne, qui parlait un français admirable. Et alors, ma femme était toute rassurée de savoir qu'elle allait pouvoir communiquer en français. Grâce à voilà. Exactement. C'était la francophonie en action. D'accord. Et plusieurs de vos textes ont été traduits justement en italien, en russe, et donc ce qui assure une meilleure visibilité aussi à ces textes qui pourraient voyager d'un pays à un autre. Alors, vous avez aussi, pour la télévision, écrit des documentaires comme Les coulisses du traité de Rome. Vous avez aussi réalisé un film documentaire commémorant le grand roman de Victor Hugo, Les Misérables, et Victor Hugo, Au nom du peuple. Donc, vous êtes... alors, j'aime pas trop le terme polyvalent, mais vous êtes donc vous portez plusieurs casquettes en fait, et ça fait toute cette richesse justement interculturelle que l'on retrouve dans vos textes.
Oui, c'est ça. Polyvalent, effectivement, c'est un terme un peu ambigu. Oui. Non, vous avez tout à fait raison. C'est comme polygraphe. C'est des termes qui, dans le fond, sont très beaux, mais qui ont un usage ambigu. Mais disons qu'effectivement, moi, je me sens jamais chez moi quelque part, et donc toujours un pied de part et d'autre des frontières. Pas seulement des pays, mais aussi des disciplines. Et donc, ça explique peut-être justement ce côté polyvalent. D'accord. Alors, le dernier livre paru, c'est Soucoupe volante. Hein, ce sont des nouvelles parues aux éditions Gallimard. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que Grégoire Paulet a participé à ce livre dont j'ai parlé en début d'après-midi, et je vais rappeler, pour une littérature monde, qui n'était pas à l'époque simplement pour une littérature monde en français, c'était plus global pour une littérature monde. Et Grégoire avait participé à ce manifeste, puisque c'était un manifeste signé par de grands écrivains comme Jean-Marie Leclésio et beaucoup d'autres, hein, qui était initié par Michel Lebris, qui a créé le festival Étonnant Voyageur, et puis Jean Rouault, l'écrivain qui des Chants d'honneur, qui a eu le Goncourt pour les Chants d'honneur et qui a une grande œuvre derrière lui. Je voulais juste savoir, Grégoire, qu'est-ce qui vous avait incité à l'époque, parce que ça fait déjà plusieurs années maintenant, et vous étiez un tout jeune écrivain, non pas que vous soyez vieux maintenant, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vous avait incité à vous lancer dans cette aventure de ce manifeste et l'envie vraiment de faire entendre votre voix? Eh bien, je pense que ce manifeste proposait quelque chose qui, pour moi, était une évidence depuis toujours, mais proposait cette chose comme une chose neuve et à acquérir. Je me suis senti donc extrêmement innocent de croire que cette chose n'existait pas encore, parce que pour moi, il était évident que la littérature en français n'était en aucun cas un système solaire avec la France comme soleil et puis des pays comme satellite. Je n'avais jamais pensé comme ça parce que j'étais fort jeune, et la première fois que je me suis rendu, donc après mes études que j'ai faites en Belgique, j'ai fait une année supplémentaire à Paris. Et c'est là que j'ai découvert le sens que les Français donnaient au mot francophone, puisqu'en Belgique, francophone, ça signifie simplement qui n'est pas flamand. Donc en Belgique, nous avons les flamands et les francophones, et on te demande tu vas à l'école où, en flamand ou en français? Ah oui, ben moi je vais dans une école francophone, etc. Francophone, ça ne signifie donc pas de France, ni même du français, mais simplement parlant français, donc non flamand, entre guillemets. Et donc, quand je suis arrivé là-bas et qu'on m'a proposé de faire un travail en littérature francophone, j'avais dit, ah oui, écoutez, forcément, très volontiers, j'hésite entre Mallarmé et Rodenbach. Et alors, il m'a dit, ah mais non, francophone, on a dit. Ils écrivaient tous les deux en français, sauf que Mallarmé, bien sûr, était français, et Rodenbach, qui est peut-être moins connu, qui était son grand ami, était un poète belge, fin 19e siècle. Et alors, il m'a dit, non, francophone, c'est-à-dire écrivant en français, mais n'étant pas français lui-même. Et donc, j'ai compris ça tout à coup, boum. Et ça m'a paru absurde. La personne qui me l'expliquait, le professeur qui me l'expliquait, manifestement, en me l'expliquant, on trouvait ça absurde aussi, ou réalisait que c'était absurde. Or, je voyais dans le manifeste de Lebris cette idée-là qui était, il est évident que la littérature en français a le même statut où qu'elle soit écrite et où qu'elle soit publiée. Et donc, ça me paraissait tellement évident et tellement au cœur de mon expérience qu'il semblait nécessaire pour moi d'y participer. Et ça me rappelle un petit peu, bien sûr, on ne peut pas ne pas citer Édouard Glissant avec son Tout Monde, justement, qui rejoint un petit peu cette pensée de littérature monde. Si tu permets, Sonia, je vais revenir un petit peu sur Georgia, parce que je l'ai présentée vraiment tellement succinctement tout à l'heure. Femme de lettres libanaise et membre du comité éditorial de l'Orient littéraire. Vous êtes toujours la correspondante de l'Orient littéraire en France. Vous vivez entre Paris et Beyrouth. Vous avez fondé Kitabat, la première et seule association pour le développement des ateliers d'écriture au Liban. Cette association fonctionne toujours aussi ? Micro. Parce que c'est enregistré, ça passe en ligne. Oui, elle fonctionne, mais bon, la situation au Liban est quand même terrible, assez dramatique en ce moment, et donc avec les difficultés à se rencontrer. Alors, ça nous a obligés, comme beaucoup, à inventer des ateliers virtuels, enfin disons qui se passent sans que le groupe se réunisse, et donc ça oblige à se renouveler. Mais bien sûr, il y a aussi toutes les autres difficultés financières, par exemple, qui font que les choses ne peuvent pas se passer aussi normalement qu'on le souhaiterait. Mais oui, elle continue à fonctionner.
C'est bien. Assez jeune, vous avez dû quitter votre pays natal. Et je crois que c'est d'après ce qu'on lit dans les biographies, c'est un départ brutal qui vous a profondément marqué et qui était l'objet de votre premier roman, je crois, en 2014, Les Absents. Alors, je me suis inspirée, effectivement, c'est vraiment un roman, mais évidemment, il y avait, comme dit Roland Barthes, on écrit toujours avec 2 soi, et donc il y avait 2 mois dans ce roman. Alors, effectivement, ce qui était brutal, c'est que ce départ s'est fait pendant les années de guerre. Il s'est fait à un moment où il y avait tellement de frontières qui sont nées dans ce si petit pays que je ne pouvais pas aller voir mes parents qui étaient du côté d'une autre frontière. Enfin, la famille était complètement éclatée. Et là, vous étiez vraiment entre 2 mondes, pas seulement entre 2 langues. Oui, mais entre... oui. Et donc, ça s'est passé de façon brutale parce que ça s'est passé vraiment dans des conditions vraiment difficiles. Voilà. Cela dit, pour être très honnête, j'avais toujours eu envie de partir. Le désir de départ est quelque chose qui m'accompagne, qui me caractérise profondément. Je crois que j'ai besoin de partir. J'ai besoin d'être entre deux, en fait. Alors, le sujet entre les langues me convient particulièrement. Et je dirais que j'ai profité, entre guillemets, de cette guerre terrible pour me dire, allez, il est temps de larguer les amarres et de partir. Voilà. Emna Belhaj Yahia, alors vous aimez dans vos textes imbriquer plusieurs récits de vie, faire rencontrer plusieurs générations justement pour poser ce regard un peu perplexe aussi des différentes mutations qu'a connues la Tunisie depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et donc vous inscrivez un petit peu dans une sorte de continuité dans cette interrogation que vous avez déjà entamée, par exemple, dans Jeu de ruban, sur l'embrigadement politique, sur le port du voile, qui devient un véritable phénomène de mode. Et donc vous essayez un petit peu de comprendre les raisons, justement, qui ont amené ces femmes, vous savez, nous revendiquons les filles de Bourguiba. Bourguiba nous a émancipés et le premier geste qu'il a fait, c'est d'enlever le voile donc, à une femme juste après l'indépendance. Et ça a été un geste symbolique. Et donc, Emna Belhaj Yahia, peut-être que sa formation de philosophe aussi lui a permis de jeter ce regard scrutateur, interrogateur, observateur sur cette société en mutation, mais qui engendre une certaine perplexité. Pourquoi sommes-nous arrivés là ? Vous avez la réponse à la question ? Prenez le micro. Prenez le micro, s'il vous plaît. Ouais, ça y est, il est allumé. Voilà. En fait, si j'ai bien compris votre question, vous me demandez dans quelle mesure j'observe la société dans laquelle je vis et qui évolue. Et un des aspects de cette évolution, c'est le voile. Mais je pense que c'est un aspect relativement secondaire et il est loin d'être au centre de mon travail, ni dans Jeu de ruban, et sans doute encore moins dans le dernier. Ceci dit, il y a beaucoup de scènes comme ça, parce que en fait, ce ne sont pas des essais, ce sont des romans que j'écris. Donc, ce qui est intéressant, en fait, à saisir pour quelqu'un qui écrit et qui est sensible à ces aspects-là que vous releviez, ce qui est intéressant à saisir, c'est de voir comment, chez des individus très particuliers, qui sont enracinés dans un milieu familial particulier, il y a comme ça quelque chose de singulier que j'essaye de traduire à travers des aspects de leur vie, à travers les secousses qu'ils vivent. Et le personnage principal de mon dernier roman, En pays assoiffé, c'est justement un peu comme vous le suggériez, c'est on va dire, l'héroïne. Au début du livre, elle est presque en train de naître, elle est très jeune. Et à la fin, elle a 80 ans et elle est aveugle. Mais en fait, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire dès les premières pages,
on la voit à la fois enfant et vieille. Elle vit son enfance, son âge mûr et sa vieillesse. En même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution linéaire. Ce n'est pas l'histoire d'un pays et ce n'est pas non plus l'histoire linéaire d'un personnage. C'est avec quelque chose qui se passe au centre du roman, un événement. Et que j'appelle l'événement. C'est l'événement, avec un grand E. Mais j'ai tenu à ce que ça reste mystérieux jusqu'au milieu du roman. On a l'impression que quelque chose d'autre se révèle, qui est énigmatique, étonnant, mais qui en fait était préparé par tout ce qu'ont vécu les personnages, dans leurs différences et dans ce qui les rassemble également dans la même société, qui a une histoire avec un grand H. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus la petite histoire avec un petit H et les événements vécus par chacun des personnages. Le ressenti. Avant de terminer, je voulais vous dire que je pensais qu'on allait, mais peut-être qu'on y reviendra, aborder la question de cette rencontre des langues. Oui, on y arrive. Alors, j'aimerais bien qu'on y arrive. Eh ben, allez-y, lancez-vous, dites-nous comment vous ressentez ça. Alors moi, j'aurais voulu, mais je ne sais pas si ça se fait, j'aurais voulu, pour justement entrer dans cette thématique, cette présence de plusieurs langues à la fois chez la même personne, dans la même écriture, chez le même écrivain, je voulais commencer par vous lire un tout petit paragraphe, mais petit, qui prendrait 1 minute. Alors si vous permettez... Avec plaisir, je vous en prie. Voilà. C'est très très court, ne vous... Ah non, mais on n'a pas peur, personne n'a peur de vous entendre. On a envie de vous entendre. C'est vraiment très court. Hein. Langue que j'habite. Elle est généreuse, hospitalière, et j'y prends très vite mes aises. Je m'installe confortablement dans l'espace chatoyant qu'elle m'offre, profite chaque jour des services qu'elle me rend. En son sein, j'apprends à nommer, à rire, à aimer, à souffrir et à mentir, à perdre et à gagner. Bercé par sa musique, je joue avec ses mots comme on joue aux billes, m'enthousiasme pour ses douceurs et ses dérèglements. Apprentissage d'un monde, d'une vie dans la maison que j'habite. 2 points, cette langue. Mais quelle est cette ingratitude première qui fait que, très vite, je découvre que je suis également habitée par autre chose. Une autre langue est installée en moi qui prend ses aises, déploie son énergie pour m'initier à ses secrets, me familiariser avec ses tournures, m'introduire dans son univers. J'y entre avec joie et le découvre rempli de nouveautés. Si, là-dedans, je tombe sur ce que je cherche, c'est sans doute que j'avais besoin de chercher. Du coup, me voici dans 2 lieux, tout à la fois habitante et habitée. Je n'ai plus l'arrogance et la certitude du lieu unique. Libre à vous de considérer que c'est là une perte. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai gagné la force et le droit de pénétrer dans les territoires multiples qui se sont ouverts, entrer et sortir, arpenter, traverser les barrières, qui se dresse pour m'enfermer dans un seul écho du monde, voilà que c'est devenu possible. Car en vérité, j'avais besoin de plus loin, de plus vaste que ma maison. Cela s'appelle une curiosité d'être, fondamentale, qu'une seule langue ne peut assouvir. Aujourd'hui, je sais que c'est dans ce passage de l'un au multiple, dans cet éclatement de la langue, du lieu et du temps, qu'a pris naissance en moi le désir d'écrire. Voilà, donc un passage qui répond un petit peu, qui anticipe justement sur ma question, et parce que je voulais justement savoir comment vous vivez cette tension créatrice entre 2 langues, Emna Belhaj Yahya, parce qu'on est habité par 2 langues, justement. Comment passer de l'une à l'autre? Roland Barthes parle de bruissement de la langue et des langues, justement. Comment gérer, entre guillemets, comment vivre et habiter ces 2 langues en même temps et arriver, justement, à créer cette tension créatrice
dans un texte littéraire. Oui. Voilà. Pardon. En fait, moi, j'ai dit dans ce petit bout de texte que je vous ai lu qu'il y a une maison que j'habite, c'est la langue qu'on pourrait appeler la langue natale ou maternelle, quoique c'est très remis en question et on y reviendra. Et il y a une autre langue qui est venue sans prendre sa place, c'est-à-dire sans du tout l'éliminer, qui est venue m'habiter. Et c'est donc... C'est une addition, c'est une addition. Qui est venue vers moi, c'est-à-dire que de toute façon, elle a frappé à la porte et elle est entrée sans problème. Mais ça ne pouvait pas aller autrement. Je dis, j'avais besoin d'autre chose. Et je pense que le besoin d'écrire est dans le prolongement de ce besoin d'autre chose qu'on a. Cette espèce d'insuffisance, cette espèce de carence qu'il y a en soi qui fait que vous cherchez les mots. Et les mots, vous les trouvez souvent dans cette langue qui vient par la suite. C'est-à-dire que vous ne les trouvez pas forcément dans les mots qui vous ont été donnés naturellement, qui se sont livrés à vous naturellement, qui sont naturels, entre guillemets. Ils ont quelque chose d'insuffisant parce qu'ils sont trop forts, trop prégnants. Ils vous terrorisent. Ils pèsent tellement plus lourd que vous avez besoin d'autre chose comme pour leur résister, comme pour inventer un chemin qui serait le vôtre, et c'est le chemin de l'écriture. Et ça se fait dans une langue nouvelle. Voilà, comme par hasard, c'est une langue étrangère. Mais qu'est-ce qu'une langue étrangère? Quand on écrit dans une langue, cette langue n'est-elle pas forcément une langue étrangère? Tout à fait. Ouais. Eh bien, on va demander à Georgia un petit peu de nous donner son avis justement sur ce passage de l'une à l'autre langue. Dans le dernier livre écrit par Georgia Marklouf, Port-au-Prince, enfin, c'est pas tout à fait le dernier, hein, on l'a dit encore tout à l'heure, enfin bon, Port-au-Prince, aller-retour, c'est une histoire assez peu connue, hein, qui met en scène des Syro-Libanais qui s'établissent en Haïti, et ça raconte l'histoire du jeune Vincent Mansour qui, à 20 ans, quitte son village de la montagne libanaise sous domination ottomane pour aller vers l'inconnu et s'installer à Port-au-Prince. Georgia, on a dit que vous viviez tout à l'heure entre le Liban et la France. Et voilà qu'un troisième pays s'invite dans mon identité, et qui est Haïti. Donc, alors c'est une histoire, c'est effectivement un roman, mais c'est un roman qui est inspiré par la vie de mon grand-père paternel, que je n'ai pas connu. Mon grand-père paternel qui quitte un petit village de la montagne libanaise qu'il n'a jamais quitté auparavant, mais pour partir en Amérique. Alors, ce sont les premières années de la grande émigration qui touche tout le pourtour méditerranéen et qui va drainer des hommes et des femmes vers ce nouveau monde. Et lui, il va arriver en Haïti. Alors ça, c'est assez singulier parce qu'on a des images d'Haïti comme un pays défait, un pays qui vit dans un drame permanent. Or, on peut imaginer qu'à la fin du 19e siècle, c'était un pays où on pouvait espérer avoir une vie meilleure et avoir envie de s'établir. Alors, dans le choix d'Haïti, qui a toujours été quelque chose d'assez mystérieux pour moi, parce que le gros de l'émigration libanaise s'est porté plutôt vers les Amériques du Nord et l'Amérique du Sud, il y a eu toujours cette question, pourquoi Haïti? Et je pense que la question de la langue, parce qu'on retrouve cette question, y a joué un rôle. Parce que mon grand-père grandit dans un village où il parle l'arabe, où l'arabe est sa langue maternelle. Alors il a certainement appris le français, parce qu'il y a des missionnaires venus de France qui sillonnent ce mont Liban et qui y établissent les premières écoles. Alors parfois c'est l'école sous un arbre, ou parfois c'est une classe qui se fait dans le presbytère ou autre, mais en tout cas les petits-enfants libanais, il y a de très beaux témoignages photographiques et historiques là-dessus, apprennent le français. Et je me suis dit, est-ce que ce jeune homme qui a 18 ans, qui part vers l'inconnu absolu. Évidemment, il n'a pas Google ni Internet pour se renseigner sur le pays vers lequel il va. Il va vers Marseille. De Marseille, comme il n'a pas beaucoup de sous, il va prendre le premier bateau. Ces bateaux font parfois des escales en différents points. Et il y a une part de hasard dans le choix que l'on fait d'un pays. Mais pour moi, j'ai pensé que le critère de la langue avait joué, parce que Haïti, évidemment, ça semble assez logique, était un pays francophone. Et puis, l'histoire de la langue
ce mélange, parce qu'évidemment, il va apprendre le créole, mais surtout mon père, qui naît en Haïti, pour des raisons assez curieuses, mais qui montrent qu'au fond, la famille avait vraiment choisi Haïti comme pays. Mon père grandit en parlant le français, mais qu'il apprend à l'école et à la maison, mais aussi le créole. Mais pas du tout l'arabe. Et pas du tout l'arabe. Et pas du tout l'arabe. Et moi, j'avais envie de vous lire un petit passage, mais beaucoup plus court encore, juste pour dire comment cette question de la langue, effectivement, alors c'est vraiment très très court, c'est juste pour donner aussi c'est intéressant d'entendre aussi. Oui, on aime vous écouter aussi. Et Grégoire, il nous lira quelque chose aussi. Voilà. Alors c'est un passage où je mets en scène mon père, mais mon père enfant, qui est un petit peu dérouté, qui a perdu ses repères parce que son père, donc mon grand-père, a fait un accident assez grave. Et à la place du héros protecteur, il y a un homme blessé. Son père est un homme blessé. Et ce petit garçon a perdu ses repères. Et il fait une liste de mots. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas dans la vie, pour essayer un petit peu de reprendre ses marques. Alors voilà. Et je parle. Donc il fait des listes de mots qui correspondent à des choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Alors le dernier mot de la liste, Anis, parce que c'est son prénom, mit longtemps à l'inscrire, tant il l'avait enfoui profondément en lui, espérant l'enterrer sous une quantité d'autres mots neutres ou joyeux, ou sous des couches de souvenirs qu'il avait plaisir à convoquer. Car ce mot, c'était fouet. Fouet, cet instrument dont on se servait pour faire aller les chevaux plus vite, lorsqu'ils paraissaient, ou lorsque la situation au bord de mer devenait tendue et susceptible de dégénérer. Alors son père grimpait dans le buggy, souvent prenait lui-même les commandes et fouettait le cheval en lui disant son fameux « Yallah ». Amable laissait faire et n'osait pas dire au patron que les chevaux comprenaient mieux le créole que l'arabe. Ils en avaient ri un jour, Anis et lui, des langues qu'il fallait parler avec les chevaux, et Anis lui avait avoué que lui non plus ne comprenait pas mieux l'arabe que les chevaux, puisqu'à la maison c'était parfois français avec les parents, sinon créole, et créole avec tous les autres, frères et sœurs compris. Quant à l'école, c'était français avec les professeurs pendant les cours, et créole tout le reste du temps. L'arabe, c'était jamais. Cela ne le préoccupait pas plus que ça, d'ailleurs, de ne pas parler l'arabe. Ce serait plus tard qu'il comprendrait que cette langue était sienne aussi et que, laissé dans l'ignorance de son usage, il se trouverait coupé d'une partie de son identité. Voilà. C'est ça. Voilà. Un court passage pour dire que cette question des langues, elle traverse évidemment le roman et elle me traverse aussi pendant que j'écris. Oui. Et surtout quand je vais en Haïti. Et parce que pour écrire ce roman, évidemment, il a fallu que j'aille me plonger un peu dans ce pays, bien que malheureusement l'idée de retrouver des traces matérielles était peu probable puisque ce fameux séisme de 2010 avait tout détruit. Mais je voulais un petit peu sentir ce pays, entendre un petit peu les voix, les couleurs, les odeurs. Oui. Et là, je me suis aperçue que mon père, qui tenait à parler un français très élégant, très châtié à la française, parlait avec l'accent créole. Voilà. Et c'est en allant là-bas que je me suis aperçue de ça. Voilà. Donc voilà, j'avais juste envie de dire que nous sommes tous, nos identités sont de toute façon tissées de toutes ces langues, même celles que nous ne parlons pas, mais que nous connaissons un petit peu, dont nous connaissons les sonorités, dont nous connaissons la patine, le timbre et autres. Voilà, parce que en fait, je voulais justement ajouter que la langue, elle est souvent corrélaire de l'identité et de la construction identitaire. Il y a un personnage qu'on a évoqué ce matin qui disait « je suis arabe mais je ne parle pas arabe ». Et donc, comme Anis d'ailleurs, qui parle français, qui parle le créole. Et alors, dans tout cela, est-ce qu'il y a un conflit justement entre les différentes langues, ou alors on retrouve une identité plurielle, c'est-à-dire que cela entraîne une richesse et une pluralité
Alors, c'est un peu compliqué d'y répondre. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi mes grands-parents n'avaient pas parlé arabe avec leurs enfants. Pourtant, eux-mêmes étaient profondément... Enfin, ils étaient essentiellement arabophones, c'était leur langue maternelle. Alors, est-ce que c'était un désir de s'enraciner vraiment? Est-ce que c'était un désir d'appartenance? Est-ce que quand mon grand-père, en fait, puisqu'il repart au pays pour prendre une épouse, au bout de quelques années, quand il s'est enrichi, et donc il revient avec elle pour fonder une famille. Donc, les deux parents sont arabophones et pourtant ils ne parlent pas l'arabe avec leurs enfants. Donc est-ce que c'était un désir de les intégrer complètement? Je ne peux pas penser autrement, parce que peut-être qu'ils se disaient que créole et français ça suffisait bien déjà pour des enfants. Mais effectivement, ça va... En fait, les enfants vont se rendre compte un jour qu'ils ne sont pas des Haïtiens comme les autres, qu'ils ont un autre pays dont on leur dit qu'il est le leur, et donc on va les arracher d'Haïti. Mon père a 15 ans quand on lui dit on va rentrer au pays, et pour lui son pays c'est Haïti, donc il va découvrir tout d'un coup qu'il appartient à un autre pays, et quand il va arriver au Liban, il va être aussi un étranger parce qu'il ne parle pas l'arabe. Voilà. Donc, effectivement, toutes ces questions de langue sont en permanence mélangées de questions identitaires, de questions d'appartenance, de rejet. Et puis, il y a les accents. L'accent, c'est quelque chose d'important. L'accent, il y a un très beau texte, enfin, voilà, c'est juste pour finir avant de passer. Il y a un très très beau texte de Nancy Houston qui m'a accompagnée longtemps dans ma réflexion sur les langues, qui n'est pas un de ses grands romans, mais qui est son livre Nord perdu, dans lequel elle réfléchit elle-même à son rapport aux langues, l'anglais dans lequel elle a grandi, l'allemand qu'elle a appris quand sa mère est partie, et puis le français qui a été la langue dans laquelle elle est devenue romancière, et qui dit que quand elle marche dans la rue et qu'elle entend quelqu'un qui parle le français avec un accent, elle se dit « Ah, ça c'est quelqu'un qui a connu une rupture dans sa vie, ça c'est quelqu'un qui transporte une histoire peut-être un peu plus compliquée, un peu moins lisse que les autres ». Et j'aime beaucoup aussi cette idée des histoires de vie que chacun de nous transporte même dans son accent. C'est peut-être aussi rattaché à la raison première que vous avez expliquée aussi, par rapport aux premières communautés syro-libanaises qui sont venues s'installer à Haïti et qui ont été confrontées à un rejet de la part des Haïtiens. Et donc peut-être que pour eux, le fait d'habiter la langue de l'autre était une manière de bien être accepté par l'autre aussi. Alors c'est intéressant, c'est une hypothèse intéressante. Effectivement, il y a eu un mouvement de rejet, parce que cette communauté syro-libanaise, on dit syro-libanaise parce qu'évidemment le Liban n'existait pas encore dans ses frontières à l'époque, ce qui était une communauté industrieuse qui travaillait énormément, qui a été innovante sur le plan commercial, puisque c'était les premiers à introduire la pratique du crédit, par exemple, ce qui leur a attiré une très grosse clientèle. Ils avaient le sens du commerce. Ils avaient le sens du... Mais c'était des bosseurs. C'était vraiment absolument des bosseurs. En même temps, ils avaient, et c'est ce qu'on leur a reproché sans doute, ils avaient un attachement très fort au pays. Preuve en est que c'est un petit peu aussi le roman et la façon dont je l'imagine, c'est-à-dire que mon grand-père, qui était très intégré, qui était très fier d'être devenu haïtien, d'avoir été naturalisé, d'avoir servi sous le drapeau haïtien, quand il a amassé une petite fortune, il est amoureux d'une femme, en tout cas je l'imagine, parce que mon père ne m'a jamais raconté qu'il y avait une autre femme dans la vie de son père, mais je me dis, ce jeune homme qui était beau, il n'a pas passé 15 années comme un prêtre, donc voilà, j'imagine qu'il est amoureux d'une femme, une haïtienne très belle, qui est d'ailleurs un très très beau personnage de ce roman, et néanmoins il n'envisage pas une seconde de se marier avec elle, et il repart dans son village du Liban, pour prendre une épouse de son village, et il revient avec elle en Haïti, donc il a une double vie, voilà. Donc il y avait ce conflit aussi, ce désir peut-être de perpétuer une part de soi, et qu'il a pensé qu'il ne pouvait pas faire autrement, il ne pouvait pas infliger à ses propres parents une rupture aussi importante que de prendre une femme dans le pays. Enfin voilà. Donc entre deux langues, entre deux pays, voilà. Entre deux femmes. Voilà, c'est un peu tout ça qui se trame dans ce roman. Alors Grégoire, moi j'aimerais bien faire entrer un petit peu Grégoire aussi dans la discussion. Comment est-ce que vous vous sentez là dans ce
dans ce mélange de vie, d'accent. Vous, Grégoire, donc on l'a dit, vous êtes belge. Vous habitez une commune pas très loin de Bruxelles, je crois, mais qui est bilingue, c'est ça? Voilà. Vous adorez l'Espagne. On entend toujours moi j'entends toujours ce petit accent belge quand même, hein, quand Grégoire parle. Donc il y a une troisième langue, donc il y a l'espagnol aussi. Oui. Disons que moi la Belgique est un pays qui a 3 langues nationales, hein, donc où l'idée que l'identité, la langue, la nation, l'État, le passeport, c'est une chose, c'est une idée qui n'existe pas dans ce pays. C'est une grande richesse de naître avec directement cet éclatement. Vous avez directement au-dessus de vous, non pas un astre, pas un soleil, pas une lune, vous avez un firmament. Directement, vous savez que vous êtes dans le multiple, que vous êtes un enfant du multiple et que vous vivez dans le multiple. Et ça, c'est une grande chance de ce point de vue-là, cette multiplicité. Donc, d'emblée, on a, quand on est en Belgique, un rapport à la langue qui n'est pas exclusif. Déjà, on parle le flamand, le français et l'allemand, qui sont par ailleurs 3 langues nationales uniques dans les 3 pays limitrophes. Donc je vous dis, il y a directement quelque chose qui est cassé là en Belgique, quelque chose qu'il est bon, disons, d'avoir cassé dès le départ. En tout cas, ça peut être vécu comme une grande richesse. Moi, par exemple, mes grands-parents étaient flamands d'un côté, de l'autre, ils étaient wallons. Et j'ai été à l'école en 2 langues, directement, parce qu'on disait, voilà, si jamais tu n'as qu'une seule langue, tu ne seras pas armé. Parce que c'est ça l'idée. Donc il faut d'office être tuétal, il faut forcément être bilingue. Et la langue flamande est une langue germanique, donc ce n'est pas comme s'il s'agissait de 2 dialectes proches, quoi, non. Je pense que ça a tout à fait constitué dès le départ toute une série d'évidences chez moi, et qui me résonnent étonnamment quand j'entends non seulement Georgia Yemna, mais tout le monde pendant ce congrès, où toujours la langue est attachée à une question d'identité et à une question de racines, alors que moi, spontanément, je l'ai toujours vécu comme, parce qu'on me l'a toujours appris comme ça, une richesse. On m'a dit, si jamais tu as 2 langues, tu seras plus riche que si tu en as une. Si tu en as 3, formidable. Si tu en as 5, tu es le roi du monde. Et c'est un peu un imaginaire, si vous voulez, quand j'étais enfant. Et donc, je me disais, j'avais parmi les rêves de parler russe. Je parle toujours pas russe, mais je m'étais dit, avant 30 ans, je parlerai russe, etc. Et donc, quand on est allé en Espagne, par exemple, forcément, moi, j'avais appris la littérature espagnole, mais on habitait à Barcelone. À Barcelone, vous savez qu'il y a le catalan, puisque Barcelone est la capitale de la région catalane. Et spontanément, mais vraiment tout à fait naturellement, moi et ma femme, on s'est inscrits pour suivre des cours de catalan. Et on a mis les enfants à l'école catalane, on a appris le catalan comme ça, et on a d'ailleurs été admirablement intégrés grâce à ça. Et nos amis, on avait d'autres amis, pour qui il n'était pas du tout naturel, et qui voyaient comme une agression sur eux cette espèce d'insistance que les Catalans avaient à dire nous voulons que vous appreniez le catalan. Non, ce formulaire de l'administration, vous ne pouvez pas l'avoir en espagnol, vous l'aurez en catalan. L'enseignement public doit être, etc. Et alors, ces amis, qui d'ailleurs étaient souvent français, parce qu'on avait beaucoup d'amis français à Barcelone, voyaient ça comme une contrainte et quelque chose qui, pour le dire franchement, leur cassait les pieds. Et c'est là, de nouveau, que je me disais, mais quelle chance, finalement, puisque moi, ça ne me casse pas du tout les pieds, même si, bon, effectivement, les dérives indépendantistes, etc., ça, c'était moins mon dada. Mais c'est autre chose, et c'est de nouveau une interprétation, cette fois-ci, nationaliste de la langue, une utilisation qui ne me plaisait guère. Pour moi, on doit avoir une multiplicité d'expressions, et si on a une multiplicité de langues, c'est une très grande chance, parce que c'est le premier miroir que nous avons d'une chose qui est très profondément vraie en nous, c'est que nous sommes plusieurs. L'identité unique est un fantasme dangereux. Nous sommes plusieurs et c'est grâce à ce plusieurs que nous pouvons accepter l'autre parce que nous sommes toujours un morceau de l'autre, puisque nous sommes toujours constitués par un morceau de son regard, etc. etc. On ne va pas développer cette richesse-là. Mais elle est très importante et la diversité des langues et le monde dans lequel nous avançons, ce monde globalisé, va vivre de plus en plus avec cette tension de
uniformisation, banalisation dans une mauvaise langue commune à tous, et en même temps, sur le côté, revendication des langues particulières, revendication de la diversité. Il y a là une tension qui est très intéressante. Il est très important de privilégier, bien entendu, le respect de la diversité, parce que celle-là seulement permet, disons, une façon de vivre ensemble qui soit pacifique. Et à mon avis, sa première expérience, la première expérience de cette diversité radicale qu'il y a en nous et qui nous permet d'aimer, on va dire, l'altérité, c'est la multiplicité des langues. Une langue même, ça n'existe pas. Le français, par exemple, ce n'est pas une langue unique. Le français, qu'est-ce que c'est? Et ça, quand on a la chance, j'ai la chance d'avoir fait des études de lettres, c'est formidable. Quand on fait des études de lettres en français, on apprend que le français, c'est du latin terriblement estropié, jusqu'au point qu'on ne comprenait plus, qu'on ne se comprenait plus. Il a été pendant 3-4 siècles utilisé par des gens qui ne savaient plus l'écrire et qui donc, et qui en plus communiquaient plus beaucoup en distance. Et finalement, le latin, le français, c'est du latin, mais du latin terriblement mal déformé, et puis reformé magiquement, de même que l'espagnol, de même que le catalan, de même que les différentes langues romanes. Donc le français lui-même est une langue plurielle, non pas dans l'espace, mais dans le temps, constamment. Et donc cette pluralité me paraît être non seulement une richesse, mais même un viatique pour vivre dans le monde d'aujourd'hui et pour créer la seule chose qui compte dans la vie, de véritables rencontres. Même si, alors moi, je vous ai parlé tout à l'heure justement de ma langue du cœur, qui est l'espagnol. Je suis hispanophone, sauf que, alors, à Barcelone, par exemple, ils sont un peu chauvins. Parce que moi, je fais des efforts pour leur poser des questions en castellan. Et ils me répondent en catalan. Et c'était pas juste par rapport à moi. Moi, je suis très heureuse d'avoir votre livre, donc en Barcelona. Mais c'est écrit en catalan. Et ça restera une frustration pour moi. Mais alors, justement, cette richesse et cette pluralité linguistique, on la retrouve dans votre écriture. Comment passez-vous justement du français à l'espagnol pour rendre justement cette pluralité et cette richesse culturelle et linguistique? Ça, c'est très rigolo parce que quand vous écrivez comme par exemple Barcelona, qui est un livre que j'écris en français, mais qui se passe entièrement à Barcelone et dont à peu près tous les personnages sont des Barcelonais, donc pas des francophones, bien qu'il y ait quelques francophones dedans. Mais, alors, dans les dialogues, par exemple, si vous les faites dialoguer en français, c'est plus ou moins indispensable. Il y a en fait toute une série de questions que moi, de nouveau, excusez mon innocence incurable, des questions que je ne m'étais pas posées, c'est-à-dire que ça me paraissait tout à fait naturel. Quand je lis Dostoïevski, ça ne me dérange pas du tout que les types parlent en français. J'ai bien compris que c'était des Russes. Et donc voilà. Et par contre, on m'a dit oui, mais bon, est-ce que ça ne te pose pas un problème? Par exemple, quand on a présenté le livre à Barcelone, la traduction catalane à Barcelone, il y avait des Barcelonais qui étaient gênés. On disait oui, mais vous n'êtes pas catalan. Alors qu'est-ce que vous venez dire qui on est, etc. Mais je ne dis pas qui vous êtes, mais simplement j'ai habité ici, je raconte une histoire qui se passe ici, c'est tout. Et on sentait directement les réticences par rapport à tout ça. Cela dit, après, dans le petit laboratoire de l'écriture, quand moi j'écrivais les dialogues, très souvent, en fait, je m'inspire de ce que j'entends, et très souvent, les dialogues venaient, par exemple, quand je ne sais pas commencer un dialogue, je prends la première phrase qu'a dit la personne à côté de moi dans le café ou quoi. C'est toujours un bon point de départ, même si ce petit morceau de phrase, éventuellement, doit tomber un jour. Eh bien, du coup, il y a de temps en temps, dans le texte lui-même, des petites phrases en catalan ou en espagnol. Ça ne me paraît pas gênant, ça ne me paraît pas non plus nécessaire pour faire couleur locale, mais je trouve intéressant au XXIe siècle d'avoir une littérature qui ne voit pas de problème à être multilingue, même si c'est à l'intérieur du français, mais voilà, c'est tous les Espagnols qui parlent français, en somme, ils n'ont jamais prononcé un seul mot d'espagnol, puisqu'ils ont été écrits dès le départ en version originale en français. Donc c'est assez rigolo. Et le titre du livre, du dernier livre, Grégoire, Soucoupe volante, avec cet autre titre et autres nouvelles d'Europe, c'est justement pour montrer que voilà, on reste pas figé dans un endroit. Oui, alors j'ai effectivement ce dernier livre, Soucoupe volante, est un recueil de nouvelles que j'ai écrites pour la plupart à Bruxelles, dans le petit café qui se trouve au bout de ma rue. Mais il y en a au moins la moitié, une petite moitié, on va dire, que j'ai écrit quand j'étais en voyage, en pérégrination, à Helsinki, en Slovaquie, par exemple, ou en Autriche, enfin dans différents pays, notamment d'Europe centrale.
Et de nouveau, avec ce grand plaisir de les faire tous parler c'est pas du français, c'est simplement c'est la langue de ce livre. Parce que le français, c'est très bien, c'est une langue, effectivement, c'est un livre en français, mais quand vous écrivez, vous produisez un texte, un produit langagier, vous construisez un objet langagier, et cet objet langagier donne vie à des gens de toute nationalité. Et cette autorité avec laquelle vous faites ça, pour moi, elle est toute naturelle. On a le droit de faire ça. Après, il y a des gens qui trouvent ça gênant. Oui, mais non, mais vous ne pouvez pas écrire un personnage slovaque si vous n'êtes pas slovaque, etc. etc. On peut rentrer dans tous les détails. Il ne faut pas laisser faire ça. Alors, voilà. Un auteur qui d'ailleurs est mon éditeur et que j'aime beaucoup, Jean-Marie Laclafine, un jour avait, dans un petit texte qui s'intitulait « Mais pour qui vous prenez-vous » il disait, eh bien, en fait, dans le fond, pour qui est-ce que je me prends quand j'écris tous ces personnages ? Il dit, en fait, je me sens être vraiment tous ces gens. Et il dit, à quoi bon être tous ces gens si je ne pouvais pas l'écrire, et à quoi bon écrire si je ne pouvais pas être tous ces gens. Et donc, dans le moment de l'écriture de la fiction, par exemple comme dans ton roman, Georgia, qui est choral et qui est énormément de personnages et qui en plus brasse les époques, on a ce petit miracle dans le laboratoire de l'écriture qui par la suite fait quand même donne un petit peu la chair de poule au lecteur quand il lit. Il y a ce petit miracle de l'un et du multiple qui se produit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la complexité, de la multiplicité qu'il y a dans un individu, on parvient à faire renaître des choses qui, dans la réalité extérieure, semblent radicalement différentes les unes des autres. Et pourtant, on découvre qu'en fait, dans le fond, elles ont une matrice commune. Et que dans la création, c'est-à-dire dans l'activation de cette matrice, on peut retrouver cette harmonie de l'unique et du différent. Alors, pour revenir un petit peu au roman de Emna Belhajjah, justement, et à notre thématique, donc, entre les langues, alors, je voudrais évoquer donc, ou lire un petit passage, si vous permettez, Emna, parce que vous avez évoqué cette magnifique métaphore d'habiter la langue, comme on habiterait son nom aussi, pour citer Saint-Jean Perse. Alors, moi, je ne parlerai pas de langue étrangère, parce que l'écrivain s'approprie la langue dans laquelle il écrit. Et donc, il y a cette cohabitation de la langue maternelle et de la langue française, mais en même temps, même si le texte est écrit en français, il reste encore l'imaginaire de la langue maternelle qui est là et qui est sous-jacent. Je vous donne un exemple pour inciter justement notre cher public à lire ce livre. Alors, dans le prologue, il y a un magnifique exemple de cohabitation justement entre cet imaginaire linguistique donc, de la langue maternelle et de la langue française. Et donc le personnage féminin va chez la cardiologue et le médecin donc prend les mesures. Donc, elle essaie un petit peu donc, de prendre le poids, donc, la taille, etc. du personnage féminin. Et elle lui dit 1,60 m. Et donc le personnage proteste non, pas du tout, je fais 1,64 m. Et alors la cardiologue, elle lui dit alors vous avez bu. Qu'est-ce que j'ai bu? Qu'est-ce que je pourrais boire? Et en fait, c'est une métaphore qu'utilisaient les couturières avant aussi, ou celles qui traitaient avec le textile, parce qu'avant, quand on achetait une étoffe, on la laissait s'imbiber dans l'eau pendant une nuit pour qu'elle ne rétrécisse pas après. Et donc, en fait, l'image, c'était vous avez bu, c'est-à-dire que vous avez rétréci. Donc, d'1,64 m, vous faites maintenant 1,60 m. Donc, vous voyez que là, l'imaginaire justement de la langue maternelle est là justement pour cohabiter avec la langue française et on est vraiment dans le vif du sujet dans ce prologue il y a aussi ce petit passage, mais peut-être que vous auriez aimé non ça va, ce petit passage, on parlait aussi de la langue et de l'accent à l'intérieur de la ronde coquille, il faisait bon et pas seulement à cause de la gaine. La maman de Nojoum était une des rares femmes de la famille à savoir lire, écrire et s'exprimer en français. La preuve, elle ne disait pas Mounikir comme les autres. Mounikir, oui. Comme les autres, mais manicure.
c'est tellement plus joli. Lorsque plus tard l'enfant sut que ce dernier mot non plus ne convenait pas, elle fut si déçue que jamais elle ne put prononcer correctement le difficile manucure. Mais qu'importe. Il y a des petits moments. Et puis il y a une autre langue dont on n'a pas parlé, mais qu'on retrouve dans chacun de ces livres, c'est la langue de la tendresse. Et il y a beaucoup de tendresse dans votre livre aussi. Et on en trouve aussi. Alors, tendresse et humour chez Grégoire, parce qu'il y a des moments vraiment, c'est hilarant, les histoires qu'il raconte. Mais je voulais, parce que malheureusement, je crois qu'on finit à 17h normalement. Oui, c'est ça, 5 heures. Mais comme tu parlais d'humour, mais très rapidement, Maët, parce qu'on parle justement du passage d'une langue à une autre, mais chez Grégoire, il y a le passage d'un genre à un autre. C'est-à-dire qu'on passe du réalisme au réalisme magique, au fantastique, aux fantômes, aux histoires de fantômes. Et ça il est bizarre, cet homme. Hein. Pardon ? Il est bizarre, cet homme. Hein. Il est pluriel. Il est dans le trans quelque chose, translinguistique, transgénérique. Et c'est ce qui apporte toute la richesse à son écriture. On lui a pas laissé la possibilité. Tu veux lire un petit extrait, Grégoire ? Ah non, je suis très mauvais pour lire mes propres textes. Il lit pas bien, donc lisez-le. Hein. Mais par contre, je lirai de mémoire la petite citation que j'ai mise en exergue, je crois que c'est de Barcelona, du roman. Et c'est juste une ligne. C'est même pas... Mais je pense que même, je crois que même c'est en anglais. C'est un vers d'un poète anglais, et c'est important de dire qu'il est anglais parce que le vers dit No one is an island. Personne n'est une île. Et ça n'est une île. Et ça, c'est très beau, venant d'un anglais, évidemment, c'est très parlant. Et c'est très, très beau, parce que aussi, on a parlé de Haïti, on a vu ici les Syro-Libanais traverser la mer, s'arrêter à Marseille, etc. Or, les langues et la mer sont des symboles qui peuvent évoquer pour certains l'isolement et pour d'autres la communication. La même chose. Vous savez qu'on s'est longtemps demandé comment les îles de Polynésie avaient pu être peuplées puisqu'elles sont si éloignées du reste des continents. Mais c'est parce que les indigènes de l'époque ne voyaient pas la mer comme une séparation, mais comme un lien. Et c'est pourquoi ils ont tout naturellement rejoint ces îles. Et donc une même chose a toujours ce double aspect de la séparation et de ce qui relie. Alors pour finir, si tu veux bien, Sonia, j'avais très envie de demander si, quand on traduit un livre, vous avez traduit donc les contes populaires du Liban, et c'était quelque chose qui vous tenait très fort à cœur, une entreprise qui a été remise, je crois, à certains moments. Et je voulais savoir si traduire un texte en français, Georgia Makhlouf, c'est toujours écrire en français, mais en empruntant les mots de l'autre. Comment on vit ça ? Surtout des contes populaires en plus. Oui, alors c'est vrai que ça a été un très très beau projet. Moi, je n'écris pas en arabe, c'est pas la langue dans laquelle j'écris, mais c'était une façon de renouer avec l'arabe qui m'a énormément enrichie. J'avais juste envie de dire ça. Donc, dans nos rapports aux langues, il y a aussi énormément de multiplicité et de diversité. Après, traduire des contes populaires, effectivement, c'était une gageure. Et heureusement, d'ailleurs, ça a donné naissance à une très belle amitié avec la personne qui a recueilli ces contes pendant 20 ans. C'est 20 ans de travail. Elle a fait un vrai travail d'anthropologue alors qu'elle n'en avait pas la formation. Et puis, elle s'est retrouvée avec ce corpus extraordinaire. Alors, comment on traduit ? Alors que même, ce qui est intéressant dans les contes populaires, c'est qu'il y a différents niveaux de langue. C'est-à-dire, il y a une langue, on va dire, savante, littéraire. Il y a une langue orale, très orale. Et puis, il y a aussi la langue des comptines et des refrains et de la chanson, qui est encore un troisième niveau de langue. Des rythmes différents. Alors, il y a 3 langues à l'intérieur. Oui, alors le rythme, c'est exactement ça. Je crois que je me suis énormément attachée et même accrochée au rythme. Parfois, je me suis permise, évidemment avec l'accord de ma partenaire, qui avait recueilli ces contes, de m'écarter un peu du sens, mais en étant très attentive à garder le rythme.
Parce que vous savez, dans les contes et dans les comptines, la question du rythme est fondamentale. Et donc, trouver des équivalents dans une autre langue est très, très, très difficile. Ça casse complètement le rythme. Donc, nous étions d'accord que le rythme d'une comptine, vous savez, dans les contes populaires, souvent, il y a des refrains ou des morceaux qui reviennent à plusieurs reprises. Les enfants, ou l'auditoire d'ailleurs, même si ce n'est pas enfant, ont du plaisir à les retrouver. Et donc, pour que ce soit possible, pour qu'on arrive à les mémoriser, il faut vraiment que le rythme soit là. Donc, effectivement, ça a été un travail qui a beaucoup, beaucoup porté sur ces différents niveaux de langue et sur la question des rythmes de la phrase qui sont différents à différents moments du récit, quand il va vite, quand il va lentement, quand on répète pour la 4e fois la même chose. Voilà. Voilà, on va en terminer là, puisque malheureusement le temps qui nous est imparti, comme ils disent à la télévision, est écoulé. On va rappeler les titres de vos ouvrages quand même. Donc Grégoire Paulet, Soucoupe volante, paru aux éditions Gallimard, et je te laisse Barcelona. Barcelona, oui, Barcelona, donc en traduction en catalan, donc voilà, chez Angle éditorial. Voilà. Et alors, Emna Belhaj Yahya, En pays assoiffé, donc chez les éditions donc Déméter en Tunisie et les éditions Femmes donc en France. Les femmes. Édition des femmes. Ça voilà. C'est le nom tout. Oui. Édition des femmes. Oui, oui, voilà. C'est le nom complet. Parce que moi, j'ai pas l'édition française. Oui, pour ça. Alors pour Torja Maklouf, alors Le goût du Liban qui vient de sortir. Voilà, dans la même collection chez Mercure de France, Le goût d'Haïti. Et puis donc la traduction de ces contes populaires du Liban. Et puis le livre, c'est vous qui l'avez, avec un très joli monsieur en couverture. Voilà. Qui était votre père ? C'est votre grand-père ? C'est mon grand-père. Ah, c'est votre grand-père. C'est un dessin qui a été fait à partir d'une photo. Oui. Parce que évidemment, l'éditrice était attachée à garder le style de la collection. Et donc, moi, je voulais absolument qu'il y ait la photo de ce grand-père. Et elle m'a dit, on va confier la photo au dessinateur qui a fait, c'est vrai, un très, très beau travail. Voilà. Et donc, c'est La Cheminante et L'Orient des Livres qui était un partenaire libanais. Et malheureusement, La Cheminante, après un très beau parcours, oui. D'ailleurs, il y a deux autrices, je crois, qui ont été d'abord publiées à la Cheminante, qui sont là pendant ces rencontres. Ah oui. Donc Beata, Beata a été publiée à la Cheminante, et d'autres, Sami Tchak a été publiée à la Cheminante, qui sont là aussi. Oui, oui, voilà. Pas. Et malheureusement, pour des raisons bassement matérielles, comme souvent, voilà. Oui. Cet éditeur n'existe pas après un très beau parcours de 10 ans. Voilà. Merci en tout cas pour ce partage, ces moments de partage, d'émotion aussi, de découverte. Et voilà. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui sont derrière leurs écrans. Merci pour votre aussi. présence, pour et votre merci attention. Aux techniciens. Vraiment. Bonsoir.